Alors, on va commencer la dernière série en fait de toute cette série de cours, parler d'inélasticité. Alors l'inélasticité, c'est un vaste domaine, hein. On va le dire tout à l'heure d'une manière plus précise, c'est tout ce qui n'est pas élastique. Et donc, ça comporte beaucoup d'aspects phénoménologiques et il est impossible d'en faire le tour. Mais en fait, ce qu'on peut tirer quand même, c'est que pour construire les modèles de comportement inélastique, eh bien, il y a un certain nombre de démarches à suivre et c'est ce que je me propose de vous exposer aujourd'hui, hein. Donc, le plan, en fait, on parlera d'abord d'une définition de l'inélasticité et je me limiterai aux solides monoconstituants, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'évolution du solide, il n'y a pas de changement de phase, pas de variation de la concentration. Alors monoconstituant, ce n'est pas forcément bien choisi parce que, à vrai dire, un alliage peut être considéré comme un monoconstituant dès l'instant où la composition de l'alliage ne change pas au cours des évolutions qu'on étudie, hein. Voilà. Alors on parlera d'abord d'inélasticité sans variable d'état mnésique. Alors les variables d'état mnésique, je vais les définir, mais donc ça c'est vraiment les milieux inélastiques les plus simples, hein. Ensuite, l'inélasticité a une seule variable mnésique, et là on en fera la thermodynamique jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le faire, c'est-à-dire jusqu'au moment où il faut vraiment préciser ce que signifie la variable mnésique. Et comme exemple, on verra un modèle de plasticité. Alors celui-là, je passerai du temps dessus parce que c'est un modèle un peu classique, encore qu'il ne soit pas présenté d'une manière classique ici, et qui présente une assez grande utilité pratique quand même. Deux modèles d'ennommagement. Alors là, je les développerai un peu moins parce que comme on aura passé du temps sur le modèle de plasticité et qu'on l'aura développé jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'application numérique, hein, eh bien, les deux autres, c'est un peu la même démarche. Il y a juste les points de départ qui changent, hein, et une synthèse partielle donc, sur les inélasticités à une variable d'état mnésique, hein. Donc, ensuite, on parlera à plusieurs variables mnésiques. On verra en fait que la seule chose qui complique, c'est le nombre des variables d'état, c'est-à-dire que ça rend le système de plus en plus difficile à identifier et de plus en plus difficile à utiliser aussi, puisqu'il y a beaucoup de variables d'état, donc beaucoup de paramètres, hein. Et on terminera avec un épilogue. Voilà. Bon, donc voilà le plan général qui devrait se dérouler sur, disons, 3 ou 4 séances d'une heure et demie, ça dépend de la vitesse à laquelle je vais aller. Voilà. Bien, alors commençons par une définition de l'inélasticité. Alors, d'abord, comme d'habitude, il faut savoir comment on définit l'état d'une particule, hein. Donc on va faire une liste des variables d'état d'une particule pour un milieu inélastique. Alors, vous avez d'abord la température. Bon, ça, vous l'avez vu, dès qu'on veut parler de thermodynamique, la température est là. C'est une variable d'état obligatoire qui est postulée par le second principe, donc imposée par la thermo. Vous en avez ensuite des variables d'état cinématiques. Et donc en élasticité, et seulement en élasticité, hein, je ne parle pas de la mécanique des fluides, hein, eh bien, vous avez la déformation actuelle, un tenseur de déformation donc, qui va être du second ordre, symétrique et objectif. On en a vu toute une liste de tenseurs de déformation lorsqu'on a fait la cinématique, hein. Et évidemment, le passage d'un tenseur de déformation à l'autre n'est vraiment qu'une question d'algèbre. C'est le carré, la racine carrée, les logarithmes, etc. Donc en fait, même si tant que je n'ai pas décidé, j'appelle ce tenseur de déformation X, eh bien, dans les applications, je prendrai le premier objectif qui se présente, c'est-à-dire le tenseur B, celui qui donne le moins de calcul, hein, tout simplement. Et vous avez aussi d'éventuelles directions actuelles d'anisotropie, hein, parce que pour définir l'état actuel d'une particule, vous devez dire non seulement quel est le tenseur des déformations, mais quelles sont les directions actuelles d'anisotropie.
j'ai donné en cinématique, je le rappelle, mais je ne rappelle pas les formules, comment on passe de la direction actuelle d'anisotropie à la direction initiale, parce que pour des raisons expérimentales, c'est celle qu'on connaît. Hein. Bon, ça, c'est déjà réglé. Et donc, actuel, pourquoi? Eh bien, parce que c'est ce qui nous intéresse pour définir l'état d'une particule, c'est non seulement sa déformation, mais la direction de cette déformation par rapport aux directions d'anisotropie, donc ce qui va donner lieu à un certain nombre d'invariants qu'on rappellera le temps venu. Je rappelle aussi que pour représenter les directions d'anisotropie non orientées, hein, j'utiliserai un tenseur uniaxial, oui, c'est tout, hein, et donc défini par le produit tensoriel de deux vecteurs et de deux vecteurs unitaires, donc uniaxial unitaire. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Et donc c'est la manière la plus commode en fait de représenter des directions dans l'espace non orientées. Une chose importante, il n'y a pas de variable de concentration. Ça, c'est parce que j'ai dit que c'était un monoconstituant. Hein. Et donc, au cours de l'évolution, eh bien, il n'y a pas de variable de constituants, de concentration de constituants qui varie au cours de l'évolution. Hein. Alors, on en reparlera tout à fait à la fin dans l'épilogue, les complexités que ça peut apporter, le fait d'avoir plusieurs constituants. Donc ça, c'est parce que c'est un monoconstituant. Enfin, donc, dans les évolutions, donc, il n'y aura ni changement de phase, ni réaction chimique, ni endothermique, ni exothermique. Hein, pas de variation de concentration. Donc, la seule source de dissipation intrinsèque qu'il y aura, c'est le frottement, hein, qui lui est exothermique. Voilà. Et enfin, ça c'est nouveau, d'éventuelles variables d'état mnésiques. Les variables d'état mnésiques, j'en ai déjà parlé dans les cours précédents, mais je vais le rappeler un peu quand même. Ce sont des variables d'état qui mémorisent l'histoire de la particule depuis l'histoire des états de la particule depuis l'instant de référence qui vous sert de mesure pour les déformations. Ça, c'est important. Et donc, j'avais dû raconter l'histoire, mais je peux la répéter. Si, par exemple, vous tirez sur une éprouvette d'acier, par exemple, de 0 à, mettons, quelques pour 1000, hein, mettons 5 pour 1000, sous-entendu, restant dans le domaine élastique, et puis que vous passez de 0 à 5 pour 1000, mais en passant par un allongement de 10%, et puis revenir à 5 pour 1000, eh bien, la réponse sténique du système ne va pas être la même. Donc, cette fois-ci, pour aboutir à un état qui serait défini par les variables d'état cinématiques, même température, même déformation, hein, eh bien, on n'aurait pas la même réponse parce que l'histoire, c'est-à-dire le chemin que vous avez suivi dans l'espace des états pour aboutir à l'état final, n'est pas le même. Donc, c'est ça l'important et c'est ce qui va être un des points essentiels de l'inélasticité quand il y aura des variables mnésiques. Hein, eh bien, c'est qu'on a des variables que j'appelle pour l'instant de manière générique alpha, mais on va leur donner du sens après. Hein, donc, d'éventuelles variables d'état mnésiques. Voilà les variables d'état qu'on peut avoir en inélasticité. Voilà. Donc, ouais, c'est en fait le résumé utile. Pourquoi j'ai mis utile? En fait, ça veut dire qu'on ne mémorise pas tout le chemin, tous les détails du chemin. Certaines caractéristiques seulement du chemin sont mémorisées. Ça fait partie du modèle. La définition de la variable mnésique, c'est-à-dire ce qu'elle mémorise, ça fait partie de la définition du modèle. Bien. Alors, pour préciser des notations, théorème des fonctions isotropes, revoyez le cours sur l'analyse tensorielle. Hein. Quand on a une fonction objective scalaire qui est fonction de variables objectives tensorielles, eh bien, ça ne doit pas changer quand on change d'observateur, c'est-à-dire que la fonction est isotrope. Hein. Et donc, on peut ramener toute fonction à une fonction d'un certain nombre de scalaires. Alors, ce que je vais citer ici, c'est les variables cinématiques engendrent des scalaires, des invariants, hein, qui sont retenus pour le modèle. C'est-à-dire ça dépend du modèle élastique que vous avez choisi. On n'est pas obligé de les prendre toutes, etc. Revoyez le cours d'élasticité sur ce point. Hein. Et donc, la liste de scalaires associés aux variables d'état cinématiques,
c'est-à-dire la déformation et les éventuelles directions d'anisotropie, je les note I1 jusqu'à IM. Et j'en reviendrai tout le temps sur cette notation. C'est pour ça que j'insiste, je le reprendrai, mais c'est seulement pour les variables d'état cinématiques. S'il y a des variables mnésiques, il y a des choses en plus qu'on verra. Hein? D'accord? Voilà. Donc ce sont des invariants qui sont construits avec le tenseur de déformation, grand X, et les invariants croisés entre X et NT. Les invariants propres de NT, il n'y en a pas, parce que c'est des tenseurs uniaxiaux unitaires, c'est-à-dire les invariants propres sont 1, 0 et 0, hein, le premier invariant, deuxième et troisième, et donc ce n'est pas des variables d'état, puisque ça ne change pas, quelle que soit l'orientation. Donc les invariants croisés entre X et NT traduisent, je le rappelle, d'une certaine manière, l'orientation relative entre la direction d'anisotropie et le tenseur de déformation, c'est-à-dire ses directions propres. Hein. Donc c'est cette orientation relative entre les deux qui caractérise l'état, c'est-à-dire que vous avez bien, quand vous avez un certain tenseur de déformation, suivant que ce tenseur de déformation se fait parallèlement ou pas à des directions d'anisotropie, eh bien ce n'est pas le même état. D'accord? Donc on le retrouve mathématiquement ici avec ces invariants croisés qui traduisent précisément ces variations, enfin ces orientations relatives entre la direction et la déformation. Bien. Alors, un autre transparent de rappel, parce que j'aurai besoin de tous ces résultats, les dérivées particulières des variables d'état cinématique, c'est-à-dire les I1 jusqu'à IM que j'ai désignées ici. Donc je rappelle, toutes ces dérivées particulières, parce que j'aurai besoin de les dériver, hein, s'écrivent sous la forme d'un tenseur du second ordre SJ, D, D étant le tenseur des taux de déformation. Hein. Donc ils s'écrivent tous comme ça. Là, on l'a vu en cinématique. Hein. Donc SJ est un tenseur d'ordre 2, symétrique, qui est évidemment particulier à chaque variable d'état IJ. Hein. Et pour bien fixer les choses, je vais en rappeler quelques-uns qui sont parmi les plus utiles. Par exemple, alors donc ces calculs-là, je ne vais pas les refaire, vous les avez déjà vus en cinématique et dans le cours d'élasticité, mais je rappelle les résultats pour voir comment ça se présente. Par exemple, la dérivée du premier invariant de B, calcul de cinématique très simple que vous pourrez revoir en revoyant le cours de cinématique, c'est 2B, 2.D. Donc le tenseur S indice B1, eh bien c'est le tenseur 2B en rouge. Vous voyez? Ensuite, pour la dérivée du deuxième invariant, le tenseur associé, c'est ce qui est écrit en rouge ici, donc 2.2D, hein, donc c'est 2B1B, etc. Et la dérivée du troisième invariant, le voilà. Ça, c'est des rappels, c'est des trucs qu'on a déjà vus en cinématique, hein, et que vous pouvez aller replonger éventuellement pour retrouver les preuves. Hein. Alors, en voilà un autre avec une variable d'état, disons, d'anisotropie. Hein. Donc B2.ND, c'est un des invariants et on veut calculer sa dérivée particulière. Et voilà le résultat qu'on obtient quand on fait ça. Hein. Bon, voilà pour l'autre invariant qui définit l'orientation de NT par rapport à B. Eh bien, c'est le NT B22.NT et qui est un peu plus long à écrire. La chose en rouge que vous avez là, c'est le tenseur S qui lui est associé. D'accord? Bon, alors donc, d'autres cas, c'est-à-dire on n'est pas obligé de prendre les invariants. Par exemple, on prend la dilatation volumique. C'est calculé à partir des invariants de B, donc ça se calcule aussi en passant par la définition des invariants de B, vous trouvez encore une formule sous la forme 2.D. D'accord? Au passage, vous pouvez reconnaître ici KV point sur KV égale trace de D, c'est l'écriture de la conservation de la masse, en fait. Hein? Voilà. Bon, la distorsion stérique. La distorsion stérique maximale en une particule, c'est un truc que j'ai défini aussi il y a longtemps en cinématique, hein, et qui est très utile, je rappelle, pour ceux qui ne l'ont plus en tête, ça exprime le ratatinage de 3 directions initialement orthogonales dans un mouvement. Hein. Vous êtes en une particule, vous choisissez 3 directions initialement orthogonales, et pendant la déformation, le produit mixte de ces 3 directions diminue forcément, puisque vous êtes parti de 1 hein, pour les directions orthogonales. Et donc, ça, c'est la distorsion stérique de 3 directions
orthogonales. Et parmi toutes les triplets de directions orthogonales que vous pouvez choisir autour d'une particule, il y en a qui se ratatinent plus que les autres. Il y en a aussi qui ne se ratatinent pas. Hein. Et ce que j'appelle ici, c'est la distorsion stérique maximale. C'est-à-dire que parmi tous les triplets autour d'une particule, hein, il y en a qui atteignent une distorsion maximale, et il y en a une infinité même qui atteignent cette distorsion maximale, et c'est ça que j'appelle le delta. Alors en cinématique, je l'avais appelé delta S max. C'est un peu lourd comme notation, hein. Je me contente de l'appeler delta tout court. D'accord? Voilà. Donc encore, là, le tenseur S delta, hein, qui est associé donc à cette variable d'état cinématique, si on utilise cette variable d'état. Bien. Encore une pour l'anisotropie. Ça, c'était dans l'isotropie transverse en élasticité. J'ai utilisé cette variable petit a pour représenter une variable d'état pour l'anisotropie. Hein. Alors, c'est B2.nt, mais je l'avais divisé par kV parce que comme ça, la variable avait le bon goût de rester égale à 1 dans une évolution, dans une dilatation volumique, sphérique, dans une dilatation sphérique. Hein. Elle a le bon goût de rester à 1, donc j'avais choisi celle-là. Bon, mais c'est pareil, c'est toujours en fonction d'autres invariants, et de toute façon, au départ, à la fin, c'est toujours en fonction des invariants B1, B2, B3, hein, et en dérivant les formules, voilà, on trouve le résultat que vous avez là. Vous voyez? Bon, c'est juste des exemples. Vous avez le droit de changer de tenseur de déformation. Si vous n'aimez pas B, vous pouvez en prendre un autre, mais vous verrez que c'est du calcul algébrique et qu'en général, ça complique les formules. Hein. Et vous pouvez aussi choisir d'autres invariants fabriqués à partir de B et xt. Là, par exemple, le petit a, s'il ne vous plaît pas, vous pouvez en faire un autre. Hein. Et donc, calculer comme ça les dérivées particulières des I1, IM, quelle que soit leur définition. Hein, sachant que dans I1 et IM, vous avez des invariants dus à la déformation et dus à l'orientation de la direction d'anisotropie ou des directions d'anisotropie, une par une, hein, par rapport à la déformation. Bien. Donc les tenseurs SJ, que j'ai rappelés là-haut, sont en général fonction de la déformation. Comme vous le voyez en rouge, vous avez des B, hein, et sont fonction aussi des directions d'anisotropie. Voilà. Hein. Donc ça, c'est des rappels, c'est-à-dire que ces formules-là, je les ai déjà écrites en élasticité pour savoir calculer les dérivées particulières des invariants que j'avais choisis pour construire mon modèle. D'accord? Voilà. Et donc, j'ai toujours envie de parler d'élasticité, d'inélasticité, mais je vais vous rappeler brièvement comment on construit un modèle élastique, quelle que soit l'anisotropie, quel que soit le tenseur de déformation que vous utilisez, parce qu'il y a certains points du raisonnement qui sont essentiels pour comprendre ce qu'on va faire dans la suite. Donc, je rappelle les points essentiels. Premièrement, la définition de l'élasticité. C'est-à-dire que j'avais donné 3 conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un modèle soit un modèle élastique. La première, c'est qu'il n'y a pas de variable mnésique. Hein? Donc, pas de variable d'état mnésique. Donc, il y a seulement la température et puis les I1, IM, hein? Donc, que j'ai définis précédemment, donc qui prennent en compte la déformation et les directions d'anisotropie éventuelles. Deuxièmement, dans toute évolution, la dissipation intrinsèque est égale à 0. Ça, c'était un point essentiel pour définir l'élasticité. Hein. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule source dans les milieux monoconstituants de dissipation intrinsèque, c'est le frottement. Donc l'élasticité, c'est sans frottement, forcément. Hein. Et le tenseur des contraintes est une fonction d'état. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fixé les variables d'état, eh bien, le tenseur des contraintes est déterminé. C'est ça la définition d'une fonction d'état, c'est une fonction uniquement des variables d'état, et pas d'autre chose. Bien. Alors, quel est le raisonnement qu'on a fait pour établir la loi de comportement élastique? On a commencé par dire que la dissipation intrinsèque était égale à 0. Bien.
Donc ça veut dire que dans toute évolution, ça veut dire quelle que soit la vitesse d'évolution de température, quelle que soit la vitesse de déformation, hein, eh bien, la dissipation intrinsèque, dont vous avez l'expression ici, alors là je la recopie, revoyez le cours sur les équations générales, le second principe de la thermodynamique, pour écrire l'équation de la dissipation intrinsèque, hein, et ceci doit être égal à 0, donc quels que soient tes points et quels que soient des, ça c'est important. Hein. Donc, dissipation intrinsèque nulle dans toute évolution. Voilà comment on a écrit les choses en élasticité. Alors, le psi point que vous avez sur la ligne du dessus, eh bien, j'écris sa dérivée particulière. Comme c'est une fonction d'état, donc c'est dt sur des psi points t points plus la somme de toutes les dérivées par rapport à chacune des variables d'état i1, im, hein, et multiplié par i point j. Hein, donc, en fait, c'est l'écriture de la dérivée par rapport au temps, la dérivée particulière par rapport au temps, donc, d'une fonction d'état, hein, avec des variables indépendantes. Je n'ai peut-être pas encore assez souligné indépendantes, parce que sinon la dérivée ne s'écrirait pas comme ça, s'il y avait des relations entre les variables d'état. Hein? Bien. Plus le deuxième terme en rouge là-haut, eh bien c'est donc une autre fonction d'état, l'entropie, multipliée par t points, et le sigma d que je ne touche pas. Donc voilà l'écriture de la dissipation intrinsèque pour le modèle où j'ai choisi les variables d'état. Ensuite, les i.j, je vais les remplacer par sj de point d, les tenseurs qu'on vient de définir dans la page précédente. Hein, et j'ai plus qu'à regrouper tous les termes en t points, ce que j'ai fait ici, là vous avez les termes en rouge, et tous les termes en 2.d. Maintenant, je peux exploiter cette égalité parce que n'oubliez pas que vous avez un quel que soit t points et quel que soit d au-dessus. Hein. Alors, le quel que soit t points d'abord, eh bien, puisque le terme en rouge ici est une fonction d'état qui ne peut pas être fonction de t points, par définition, hein, eh bien, il est forcément nul, puisqu'on a dit quel que soit t points, ax plus b égale 0, quel que soit x, hein, ça veut dire que a égale 0. Hein. Donc voilà et ça, vous le reconnaissez, c'est la relation de Helmholtz. Hein, on l'a déjà vu. Alors, cette relation de Helmholtz dans l'élasticité est très intéressante parce qu'elle nous apprend que, en fait, les deux fonctions d'état, E et S, hein, ou bien E et psi, ou psi et S, puisque, bon, il y a une relation, la définition de psi, c'est E moins TS, donc c'est une combinaison des deux, eh bien, il n'y en a qu'une qui est nécessaire parce qu'on a la relation de Helmholtz qui dit que si je connais une des fonctions d'état, je connais l'autre en résolvant cette équation. Donc, en fait, on a besoin en élasticité, pour définir un milieu élastique, que d'une seule fonction d'état, et la plus commode, comme vous le voyez, c'est psi. Hein, j'aurais qu'à le dériver par t, j'aurai S, et puis j'aurai l'énergie interne, E moins TS. Voilà, hop. Bien. Donc ça, c'est la première chose, relation de Helmholtz. La deuxième, c'est l'exploitation du quel que soit d. Pareil, ce qui est en rouge à l'intérieur est une fonction d'état, puisque vous vous rappelez que les SJ, c'est des fonctions de la déformation et des directions d'anisotropie, donc des variables d'état. Hein. Et sigma aussi, ça c'est la dernière hypothèse, le tenseur des contraintes est une fonction d'état. Donc en fait, ça signifie que la parenthèse ne peut pas être fonction de d. Hein, et comme cette égalité doit être vraie, quel que soit d, eh bien ça veut dire que la parenthèse est nulle. Et on obtient la loi de comportement mécanique que j'ai écrite ici, donc sigma égale rho de somme de j égale 1 à m de ceci. Donc vous voyez que en élasticité, pour l'instant on n'est pas en inélasticité, hein, en élasticité, la loi de comportement générique, quelle que soit l'anisotropie, quel que soit le tenseur de déformation que vous utilisez, dès l'instant où vous avez trouvé les I1, IM, hein, eh bien, voilà la loi de comportement élastique de tout modèle élastique. D'accord? C'est pour ça que j'appelle ça l'élasticité générique. Hein, pour donc tout comportement élastique s'écrit comme ça. Cette forme générique, donc, est valable quel que soit le nombre d'anisotropies, ça c'est important. Hein, il suffit de connaître la liste des I1, IM que vous avez retenus pour votre modèle. D'accord? Bien. Alors, cette fonction d'état tensorielle,
va réapparaître plus tard, c'est pour ça que j'ai tenu à la remettre en place, hein, et je lui donnerai un nom, sigma ref. Hein. Ça ne sera pas le tenseur des contraintes, mais c'est un tenseur des... Enfin, c'est homogène à une contrainte, hein, mais ça ne sera pas le tenseur des contraintes. Ce sera autre chose, mais on le verra apparaître dans les calculs. D'accord? Bien. Bon, alors maintenant, on reparle d'inélasticité, c'est-à-dire toujours pour les solides monoconstituants. Donc la définition, ben, c'est un peu une lapalissade, mais en fait, elle est très générale. Tout ce qui est un comportement inélastique, s'il viole au moins une des conditions de l'élasticité. Il y avait 3 conditions pour définir l'élasticité, il suffit d'en violer une seule, ou plus. Hein. Donc, dans les modèles de comportement inélastique, soit il y a une variable nésique, tout à l'heure on avait affirmé qu'il n'y en avait pas, d'accord ? Soit la dissipation intrinsèque n'est pas nulle, soit le tenseur des contraintes n'est pas une fonction d'état. Vous voyez que, en fait, ça nous ouvre une énorme éventail de possibilités, hein, pour construire des modèles inélastiques. Voilà. Et soit plusieurs de ces éventualités, évidemment. Hein. Donc il suffit d'en violer une pour que ce ne soit pas élastique. C'est ça qui est important. Donc on peut donc construire une grande diversité de modèles de comportement inélastiques suivant les choix que vous faites pour violer les conditions de l'élasticité. Voilà. Alors pour la suite, on va, au lieu de procéder comme beaucoup de cours, de manière phénoménologique, on va étudier la plasticité, on va étudier l'endommagement, on va étudier, je ne sais pas ce que vous voulez d'autre, le vieillissement ou n'importe quoi, on va plutôt classer les modèles autrement. C'est-à-dire, on va dire, suivant le nombre de variables d'état mnésiques qu'on fait intervenir. Vous voyez ? Donc, par ordre de complexité croissante, en augmentant le nombre de variables mnésiques à partir de 0. Voilà. Donc, le premier modèle qu'on va étudier, c'est un modèle inélastique où il n'y a pas de variable mnésique. Voilà, on va les classer comme ça. Donc, la deuxième partie, on l'aborde maintenant, c'est l'inélasticité sans variable mnésique. Alors, donc on va répéter un peu, là, la liste des variables d'état, il faut toujours commencer comme ça quand on construit un modèle. Hein, qu'est-ce qui définit l'état de la particule? Donc il y aura la température, comme d'habitude. Il y aura un tenseur de déformation objectif, grand X. Bon. Alors, puisque c'est un solide déformable, c'est-à-dire qu'un solide déformable, je rappelle, hein, ça veut dire qu'il existe un état de référence à partir duquel on peut calculer une déformation. Hein. Donc, si vous parlez d'un tenseur de déformation, ça veut dire que vous avez choisi un état de référence. Et d'éventuelles directions d'anisotropie, bon, très bien, et pas donc de variable mnésique. Donc, en fait, les fonctions d'état qu'on aura envisagées vous aurez l'énergie interne, ça c'est la première fonction d'état qui est introduite par le premier principe de la thermodynamique, hein, qui traduit la conservation de l'énergie. Donc ça sera une fonction FE de T, de X et de NT. NT point, j'ai mis un point parce qu'il peut y avoir plusieurs directions d'anisotropie, autant que vous voulez, à vrai dire. Hein. Et donc à cause de ce que j'ai dit précédemment, à savoir que l'énergie interne est objective, un scalaire objectif, hein, que les variables d'état sont indépendantes et objectives aussi, eh bien, ça veut dire que quand on fait un changement d'observateur, ça fait tourner les arguments, mais ça ne change pas la valeur de l'énergie interne, hein, puisque c'est un scalaire et qui ne change pas. Hein, et donc, je peux, à cause du théorème des fonctions isotropes, hein, écrire que c'est une fonction de m plus 1 scalaire, hein, I1 et IM étant ceux que j'ai définis, les invariants de la déformation, les éventuels invariants croisés s'il y en a, s'il y a des directions d'anisotropie, une ou plusieurs, etc. Donc en fait, l'énergie interne s'écrit comme ça. L'entropie, ça c'est introduit par le second principe de la thermodynamique, hein, c'est aussi une fonction d'état scalaire. Fonction d'état scalaire, voilà, c'est une fonction d'état scalaire. Hein, et pour les mêmes raisons qu'au-dessus, elle s'écrit donc nécessairement sous la forme d'une fonction f bar de m plus 1 argument aussi. D'accord? Bien.
Et l'énergie libre, bon, vous l'avez vu apparaître déjà, mais c'est simplement une fonction d'état tout à fait auxiliaire, en fait, puisqu'elle est définie à partir des deux premières. Hein. Sa définition, c'est psi égale E moins TS. Donc, en fait, c'est simplement parce qu'en élasticité et en inélasticité, en fait, elle apparaît, ce groupement de termes apparaît. Hein. C'est pour ça qu'on l'introduit. Mais ce n'est pas vraiment une fonction d'état fondamentale. Elle est définie à partir des autres et puis de la variable d'état T. Hein, mais on pourra lui faire subir le même traitement, c'est-à-dire qu'elle aussi sera une fonction des variables d'état indépendantes. Bon, alors l'énergie libre de Helmholtz, vous avez vu, parce qu'à cause de la relation de Helmholtz, en fait, c'est celle qui est la plus commode à utiliser. Hein, mais on pourrait très bien l'oublier, l'ignorer, et remplacer psi par E moins TS dans toutes les équations, et ça ne changera strictement rien. Hein. Voilà. Sauf que ça ferait des écritures un petit peu plus longues avec des E et des S, plutôt qu'avec psi tout seul. Voilà. Bien. Et donc, je rappelle que pour les variables d'état cinématiques, les i-points, hein, donc c'est SJ de point D, hein, je viens de le rappeler. Bon, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Eh bien, on va exploiter le second principe de la thermodynamique et aboutir au comportement mécanique suivant un raisonnement tout à fait parallèle à celui que j'ai rappelé dans l'élasticité générique, à ceci près que ce n'était pas égal 0, mais que ça sera positif ou nul. Vous voyez, c'est tout. C'est la seule différence. Bon. Alors, voyons pour la dissipation intrinsèque. Voilà, quels que soient tes points, quel que soit D, j'écris que la dissipation intrinsèque est, cette fois-ci, non négative, hein, au lieu que tout à l'heure, j'écrivais 0. C'est la seule chose qui change. Hein. Donc c'est le deuxième principe. Et sous cette forme, l'inégalité est souvent citée dans les bouquins comme inégalité de Clausius-Duhem. Hein, bon, c'est le second principe, c'est tout. Hein. C'est-à-dire d'écrire que la dissipation intrinsèque est non négative. Alors là, je passe les calculs, parce que vous voyez que je vais faire exactement le même tri que tout à l'heure, à savoir que le psi point, je vais le remplacer par ses dérivés. Et donc, comme c'est les mêmes variables d'état qu'en élasticité, je n'ai pas de variable mnésique ici, hein, eh bien, voilà le résultat. Hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est la même démarche que celle que j'ai rappelée tout à l'heure. Hein, mais ce qui change, c'est le non négatif à la fin. Voilà. Alors, quels que soient tes points, et sachant que ce que vous avez en rouge est une fonction d'état qui ne peut pas être fonction de tes points, eh bien, j'ai encore la même conclusion, à savoir que j'ai toujours ce coefficient de tes points qui doit être nul, parce que j'ai un quel que soit tes points, et ce coefficient ne peut pas être fonction de tes points parce que c'est une fonction d'état. D'accord? Donc, j'ai encore la relation de Helmholtz qui est encore vraie dans ce cas d'inélasticité. On verra où elle peut être mise en défaut un peu plus tard. Hein. Bon. Et donc, il suffit d'une seule fonction d'état, encore une fois, quand je fais de l'inélasticité sans variable mnésique, il suffit d'une seule fonction d'état pour définir le modèle. Bon, très bien. Donc, il me reste à regarder le premier terme de la dissipation intrinsèque. Maintenant, il est en gris, là, parce que c'est 0. Hein. Et donc, il me reste dans la dissipation intrinsèque ceci. Et donc, là, c'est complètement différent. Parce que dans le terme en rouge, je n'ai pas nécessairement sigma fonction d'état, ce n'est pas une fonction d'état, parce que si je disais sigma est une fonction d'état, c'est-à-dire n'est pas fonction de D, eh bien j'aboutirais à l'élasticité, c'est-à-dire que j'aurais encore 0. Vous voyez? Bon, alors donc, la dissipation intrinsèque est positive ou nulle, ça veut dire que le terme qui est dans la parenthèse, dans la zone rouge au-dessus, est nécessairement fonction de la vitesse de déformation grand D. D'accord? Pour qu'un produit scalaire de deux vecteurs ou de deux tenseurs ait un signe constant, quel que soit D, eh bien, ça signifie que le deuxième vecteur doit être fonction de D, nécessairement. Je ne sais pas quelle fonction, hein, mais vous pouvez traduire ça en termes vectoriels si vous voulez. Hein. Vous dites que le produit de x scalaire y est positif, quel que soit y, alors x est nécessairement fonction de y. Hein. Sauf que là, ce n'est pas des vecteurs au sens ordinaire du terme, ce sont des vecteurs comme éléments
d'un espace vectoriel symétrique du second ordre, mais c'est la même chose. Hein. Donc ça veut dire que ce qu'il y a dans la parenthèse est nécessairement fonction de D, ce que j'écris là. D'accord? Pour que ça reste positif, quelle que soit l'évolution que j'impose, c'est-à-dire quelle que soit la vitesse de déformation. Alors donc là, ça change tout, la conclusion par rapport à l'inélasticité, c'est-à-dire qu'il existe forcément une fonction f telle que ce qu'il y a dans la parenthèse, en haut, hein, est une fonction de D. Et cette fonction, il ne faudra pas la choisir n'importe comment. Hein. Il faudra que le produit scalaire de cette fonction de point D soit toujours positif. On ne peut pas prendre n'importe quoi. D'accord? Voilà. Alors, vous reconnaissez ce terme que j'avais écrit en élasticité. Vous voyez? Rho, somme de J égale 1 à M, dérivé par rapport aux I points, multiplié par la SJ, etc. Donc, ce terme-là, c'est homogène à une contrainte. Hein. Ça ressemble à une contrainte élastique, mais on n'est pas en élasticité ici. Hein. Mais on va l'appeler sigma ref juste pour réduire les écritures. C'est tout. Hein. C'est-à-dire, j'appelle ça contrainte de référence. Je n'ai pas trouvé mieux. Hein. On pourrait l'appeler contrainte élastique si vous voulez, mais c'est dérangeant parce qu'on n'est pas en élasticité. Et deuxièmement, il faudrait prendre de grandes précautions. C'est-à-dire que ça serait une contrainte d'un milieu élastique qui aurait la même fonction psi, où on aurait choisi les mêmes variables d'état I1, I1, IM, etc. Bon, je l'appelle sigma ref, c'est assez neutre. Hein. Mais donc sigma ref est bien une fonction d'état, ça, il n'y a rien à redire, puisque psi est une fonction d'état, ses dérivés sont des fonctions d'état aussi, les S sont des fonctions d'état aussi, donc en fait, sigma ref est une fonction d'état, hein, et le comportement mécanique d'un milieu inélastique sans variable mnésique, ça s'écrit forcément sous la forme sigma égale sigma ref plus f de d. Et le f de d, comme vous le voyez apparaître au-dessus, c'est le responsable de la non-négativité de la dissipation intrinsèque. Et vous pouvez choisir le f de d que vous voulez, sauf avec la seule condition que f de d doit être choisi tel que, quel que soit d, le f de d de point d, donc le produit scalaire avec le tenseur des taux de déformation, soit positif. Alors donc ça vous donne un grand choix, et là j'ai mis tous les modèles, hein, c'est dans le choix de f, mais un choix de f particulier, pensant par exemple à la mécanique des fluides, c'est d'écrire que f de d et de toutes les autres variables d'état, par exemple, ne dépend que de d et de t, par exemple, de la température, et de la forme, par exemple, mu fois d. Vous voyez que si je prends mu de t et multiplié par d de point d, eh bien j'aurai quelque chose de nécessairement positif, parce que d de point d, c'est le carré de la norme de d, hein, et ça n'est jamais négatif. Mais c'est un choix. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de choisir des fonctions aussi simples. Il n'y a que l'expérience qui peut vous suggérer des choix sur la valeur de f de d. Vraiment. Hein. Donc, pour le savoir, eh bien, vous pouvez faire des expériences à vitesse de déformation nulle. Ça, c'est réalisable. Il suffit de le faire suffisamment lentement, si vous voulez, ou même à l'arrêt. Hein. Vous faites un petit déplacement, puis vous arrêtez. Vous attendez bien que tout soit stabilisé, et vous mesurez. Vous voyez? À ce moment-là, vous allez mesurer sigma ref, hein, puisqu'il n'y a pas de vitesse de déformation, donc il n'y a pas de dissipation, hein, pendant l'arrêt. Vous voyez? Et puis après, bah, vous faites des mesures à vitesse contrôlée, et puis vous regardez comment ça se passe en regardant les différences. Vous voyez? Voilà, une manière d'identifier. Bon, alors une petite synthèse donc, sur ce petit modèle le plus simple possible. Hein. Voilà, on a d'abord un choix de variables d'état. Je dis bien un choix. Hein. Vous vous rappelez par exemple que dans les variables d'état, on n'était pas obligé de prendre toute la liste des invariants et des invariants croisés. Ça, c'est à vous de voir. Par exemple, dans le modèle élastique que j'avais construit, T, KV, delta. KV, delta, c'était 2 invariants et pas 3 pour la déformation. Vous voyez? Parce que j'avais fait un peu de cinématique pour comprendre que le deuxième invariant de B, on pouvait s'en passer. Vous voyez?
Donc le choix des variables d'état. En plus, le choix du nombre de directions d'anisotropie que vous devez prendre ou pas prendre, c'est vous qui voyez. Ça, c'est vraiment l'une des bases du modèle. Hein. En tout cas, il faut les prendre indépendantes. Vous avez vu, parce que sinon, toutes les dérivées que j'ai écrites sont fausses. Hein. Et comme on le fait, en fait, exactement comme en élasticité, puisque ici, on n'a pas de variable mnésique, hein, ce choix des variables d'état indépendantes, scalaires indépendantes, se fait exactement comme en élasticité. Hein. Vous avez le même ensemble de variables d'état, et parmi tous les invariants croisés, vous prenez ceux que vous pensez utiles ou pas. Vous voyez ? La construction de la fonction d'état f psi. Vous voyez que dans, excusez-moi, oui, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. J'ai dit, j'ai mis tous les modèles, mais il est important de voir que dans le sigma f, il y a une fonction d'état psi qu'il faut donner, qui est caractéristique de chaque matériau. Donc il faut identifier. Hein. Donc j'y reviens. La construction de la fonction d'état f psi, vous vous rappelez, j'avais fait toute une démarche en élasticité. On la refera en plasticité tout à l'heure. Hein, pour identifier la fonction d'état psi en fonction des variables d'état d'une manière intelligente, physiquement sensée. En élasticité, il y a eu énormément de psi qui ont été proposés pour des raisons calculatoires et qui aboutissent à des comportements physiquement absurdes. Quoi. Par exemple, bon, enfin, je ne sais plus, il y en a plein. Je vais arrêter de dauber sur les autres. Mais bon, donc la construction de la fonction f psi doit se faire en prenant un chemin. Hein, on choisit un chemin qui part de l'état de référence jusqu'à un état quelconque dans l'état, dans l'espace des états, et jusqu'à un état quelconque. Hein. Ça, c'est important. Et donc, si vous arrivez à construire un tel chemin qui va par des évolutions élémentaires, et que pour chaque évolution élémentaire, vous évaluez la variation de psi, d'une manière expérimentale ou idéalisée, si vous voulez, hein, eh bien, vous construirez un psi intelligent, hein, qui permet d'aboutir à n'importe quel état. Donc, un chemin dans l'espace des états. Et pour ne pas être embêté avec les vitesses de déformation, vous le faites en statique. Hein, c'est-à-dire, vous attendez que les températures soient uniformisées avant de faire les mesures. Donc, t point égale 0, grade t égale 0, hein, et d égale 0. Voilà, c'est la bonne manière de procéder pour faire les expériences, pour ne pas être embêté avec la dissipation. Je fais des mesures à l'arrêt, ou presque à l'arrêt, si vous voulez. Et éventuellement idéalisé, c'est-à-dire si vous n'avez pas envie de faire les mesures, vous les remplacez par des courbes arbitraires, généralement des droites, mais vous pouvez mettre des paraboles, tout ce que vous voulez, si c'est suggéré par les expériences. Quoi. Vous voyez, ça varie apparemment comme en fonction du carré, vous pouvez tenter une parabole. Mais bon, méfiez-vous des comportements aux limites. Hein. Bon, alors donc, vraiment la même méthode, c'est-à-dire que je n'ai pas à répéter, on ne fait la même chose, c'est exactement la même chose qu'en élasticité. Pourquoi? Eh bien parce que c'est exactement les mêmes variables d'état, on circule dans le même état, dans le même espace des états, et donc finalement, la méthode de construction est exactement la même. Hein, et pour obtenir donc le sigma f. Hein, voilà. Alors après tout, si vous avez déjà construit un modèle élastique qui va bien, vous reprenez le même. Hein, c'est aussi bête que ça. Donc vous obtenez ça. Donc le sigma f, avec cette fois-ci le psi qui est connu, identifié, et donc en fonction des expériences que vous avez faites pour identifier le psi. L'identification de la contrainte dissipative, c'est-à-dire le sigma d, hein, celle qui provoque le fait que la dissipation intrinsèque n'est pas nulle, donc vous le faites simplement par différence expérimentale ou par idéalisation. Tout à l'heure, je vous en ai proposé une, j'ai dit sigma d égale mu fois d, on a le droit, hein, mais ça n'a aucune justification physique. Voilà. Donc normalement, vous calculez ça avec des mesures à vitesse de déformation contrôlée, donc avec un grand D connu. Bien. Alors, quand on a un modèle comme ça,
Si le sigma d égale f de d et de t seulement, c'est-à-dire, vous avez vu que normalement, je peux mettre n'importe quelle variable d'état derrière, hein, eh bien, on appelle ça de la viscoélasticité. Un exemple d'idéalisation possible, je l'ai cité tout à l'heure, par exemple, f de d et de t c'est égal mu t, et, où mu de t est un coefficient positif, évidemment, hein, et on vérifie aisément que la dissipation intrinsèque, donc qui est égale à f de point d, hein, est non négative, puisque c'est le carré de la norme de d. Et le carré d'une norme, en général, c'est positif, nous. Enfin, ou nul. Bon. Alors, cette partie, finalement, on n'a pas beaucoup de nouveautés à faire. Si on savait construire l'élasticité, on sait construire la viscoélasticité, il n'y a qu'à rajouter un sigma d. Bien. Alors là, on va commencer par quelque chose de plus sérieux, l'inélasticité, mais à une seule variable mnésique. Bon. Alors, on refait le tour des variables d'état. On aura la température, comme d'habitude, à cause de la thermodynamique, un tenseur de déformation objectif, ça c'est parce qu'on parle d'un solide, d'éventuelles directions d'anisotropie, et une variable mnésique scalaire. Donc là, cette fois-ci, ça change, le nombre de variables d'état est augmenté de 1. Les fonctions d'état, l'énergie interne, vous voyez que c'est les mêmes variables que tout à l'heure, mais avec un alpha en plus, il y a une variable d'état en plus. Hein. Et donc, ça va s'écrire sous la forme f bar E de T. La température, c'est un scalaire, donc son invariant, c'est lui-même. I1, IM, ce sont les invariants et les invariants croisés dus aux variables d'état cinématiques, c'est-à-dire donc la déformation et les directions d'anisotropie, et le alpha, qui est là en plus. Alpha, variable mnésique. Pour l'instant, il n'a pas de sens, le alpha. On va le définir, mais pour l'instant, non. L'entropie massique, eh bien, ça va s'écrire de la même manière, avec donc les mêmes variables d'état, et l'énergie libre massique de Helmholtz. Ça, c'est la fonction d'état auxiliaire de tout à l'heure. La seule chose qui change, c'est le alpha. Bien. Bon, alors, la dissipation intrinsèque, elle n'a pas tellement changé du point de vue général, hein, c'est toujours le même second principe, j'y peux rien. Hein, mais avec ce qui va changer, c'est dans le calcul, vous allez avoir le psi qui a une variable d'état en plus, alpha, d'accord? Et donc, dans le psi point, eh bien, vous allez avoir un d alpha psi alpha point. Hein. Donc, bon, le calcul est le même. Je reproduis la formule précédente, sauf que j'ai mis en dernier le terme d alpha de psi alpha point. Bon, alors, après, on a continué à travailler, mais on est un peu coincé, parce qu'on voulait dire que c'est vrai, quel que soit t, quel que soit t point, quel que soit d. Et là, j'ai un alpha point, dont je ne sais pas quoi faire, si je ne lui donne pas de signification physique. Vous voyez ? Donc la thermodynamique, en fait, s'arrête là. Hein. On ne peut pas en dire plus. Mais je voudrais faire une remarque. Comme alpha donc n'a pas de signification physique, eh bien je ne peux pas, comme je ne sais pas comment évolue alpha dans toute évolution, hein, eh bien je ne peux pas garantir que la dissipation intrinsèque soit non négative. Donc il faut absolument définir, donner un sens physique à la variable alpha pour comprendre comment elle évolue lorsque les autres variables d'état évoluent. Et comme alpha est une variable mnésique, hein, eh bien, c'est-à-dire qu'il se rappelle du chemin qu'elle a suivi dans l'espace des états pour aboutir à cet état-là, hein, eh bien, si on n'a pas défini ce qu'elle mémorise, on ne saura pas définir comment elle varie en fonction du temps. Vous voyez, c'est ça l'idée importante. Voilà. Donc, on est coincé. Donc, on va
on va développer maintenant la thermodynamique avec une seule variable mnésique, mais en en donnant une signification physique. Alors donc on va parler de plasticité. Alors la plasticité, c'est quelque chose dont tout le monde a entendu parler, hein. C'est-à-dire que il y a des choses, généralement on dit il y a des déformations qui restent. En fait, ce n'est pas vraiment une très bonne définition. Oui, effectivement, c'est vrai, quand à l'après-décharge, il y a des déformations qui restent, mais il faut savoir pour quelles raisons. Pour quelles raisons ces déformations ne sont pas revenues? C'est qu'il y a eu des réarrangements dans les liaisons interatomiques. Et on va essayer de traduire ces réarrangements que la mécanique des milieux continus ignore par essence, hein. On va essayer de les traduire macroscopiquement. Voilà. Donc les motivations, les voilà. Les solides élastiques ont une limite élastique. Ça, vous en avez tous entendu parler, et moi aussi j'en ai parlé en élasticité. J'ai dit à partir d'un certain moment, mais je n'ai pas vraiment dit pour quelle raison, hein. Eh bien, soit vous avez des réarrangements de liaisons interatomiques, c'est-à-dire qu'il y a des atomes voisins qui, au lieu de se lier avec certains, se lient avec le voisin, d'accord? Et quand vous relâchez tout ça, bah, évidemment, vous n'avez plus la même forme parce que ce n'est plus les mêmes liaisons, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt la plastification, c'est-à-dire que le matériau n'est pas détruit, il s'est reconstitué autrement à cause des déformations que vous avez imposées, hein. Ou des ruptures de liaison. Des ruptures de liaison, là, il y a affaiblissement du matériau et c'est généralement ce qu'on appelle endommagement. Vous voyez? Donc, on souhaite ici, en plasticité, construire un modèle de comportement au-delà d'une limite élastique par plastification. Donc, c'est là qu'on choisit d'abord quand est-ce qu'il va y avoir, quelle va être la limite qui va déterminer le réarrangement des liaisons interatomiques, c'est-à-dire la plastification, hein, et comment ça se comporte après. Vous voyez? Voilà. Donc, entre parenthèses, on va supposer qu'il n'y a pas d'endommagement, hein. Après, on fera les deux, mais pour l'instant, non. D'accord? Voilà. On suppose qu'il n'y a pas d'endommagement, c'est-à-dire que dans l'évolution, il n'y a que des réarrangements de liaison, mais pas de rupture. Voilà. Alors, un premier choix que vous avez à faire, c'est quand est-ce que, macroscopiquement, vous allez dire, oh, à partir de cette limite-là, il va y avoir des réarrangements de liaison, hein. Alors, il y a des choses qu'on peut dire quand même, c'est que si vous faites une dilatation sphérique, ça ne va rien faire sur les réarrangements de liaison, puisque c'est une sorte d'homothétie locale, hein. Et bon, ce qui provoque les réarrangements de liaison, c'est les changements d'angle entre directions matérielles. Et on a deux outils en cinématique, deux outils macroscopiques, la distorsion angulaire et la distorsion stérique. Alors, je vais choisir ici la distorsion stérique. C'est-à-dire qu'on prend le ratatinage de trois directions initialement orthogonales et on regarde comment le produit mixte se ratatine, c'est-à-dire comment il tend vers zéro si on y va très loin. Comment il diminue en tout cas, hein. Et donc, c'est ce critère-là qu'on va prendre. C'est-à-dire qu'on va dire que lorsque la distorsion stérique en un point dépasse une certaine valeur limite, eh bien, il y a des réarrangements, c'est-à-dire on a plastifié. Vous voyez? C'est un choix qui va conditionner fortement le modèle. C'est-à-dire que de choisir le critère de limite élastique que vous utilisez pour dire, à partir de là, il y a des réarrangements de liaison. Donc éventuellement, vous devriez peut-être revoir la définition cinématique de la distorsion stérique parce que c'est important, hein, de voir qu'elle provoque des diminutions d'angle, mais l'intérêt qu'elle a, c'est de regarder les diminutions d'angle dans tous les sens. C'est-à-dire, en fait, vous passez d'un angle solide voyons combien il fait les trois angles droits, ça doit être 2 pi, et ça diminue. Vous voyez? Donc, c'est la variation de l'angle solide entre trois directions. Donc, quel que soit P et quel que soit T,
on dit que la distorsion stérique maximale, parce qu'il faut regarder la plus grande pour chaque particule, est inférieure à un delta limite qu'on fixe, qui est une caractéristique du matériau, et qui, a priori, ne dépend que de la structure microscopique du matériau. C'est-à-dire que quand vous ratatinez un cristal ou un arrangement de cristaux, eh bien, à partir d'un certain moment, il y a des réarrangements qui se font, parce que vous avez des atomes qui s'éloignent les uns et puis qui se rapprochent des autres et qui font un saut de liaison. Vous voyez? Donc ça, c'est un choix. Le choix, j'aurais dû le mettre en rouge, mais sur le fond marron, ça ne sort pas bien. Mais c'est important, c'est-à-dire que ça va conditionner notre modèle. Vous avez le droit d'en faire d'autres et on en discutera tout à l'heure. Donc, on suppose, mais ça c'est une vision macroscopique des choses, que lorsque la distorsion stérique maximale dépasse une certaine limite, alors il se produit des réarrangements de liaison, c'est-à-dire de la plastification. Donc ça, c'est le critère de limite élastique que l'on utilise pour dire après, ça n'est plus élastique. Bien. Alors, contrairement à des habitudes courantes, le seuil de déclenchement de la plastification, ici, je l'ai défini sur une caractéristique de déformation, et non sur les contraintes comme on le fait d'habitude. Bon, alors, il y a toute une discussion dans le PDF que vous pouvez aller lire en détail, mais je peux quand même en dire quelques mots. C'est-à-dire que, comme tout le monde a câblé dans la tête la loi de Hooke, et que quand on connaît sigma, on connaît epsilon, et quand on connaît epsilon, on connaît sigma, donner un critère de contrainte ou donner un critère de déformation, c'est la même chose. Simplement, ici, il y a une signification cinématique du critère sur la déformation, alors que sur les contraintes, il n'y a aucune signification. C'est-à-dire que, bon, on ne voit pas pourquoi on limiterait la contrainte de Freud-Misas, par exemple. Le déviateur des contraintes, pour moi, ça n'a pas d'interprétation physique. Bon, voilà. Donc, pour les adeptes de la loi de Hooke, c'est ce qu'on donne habituellement dans les cours d'élasticité traditionnelle, où on dit que la contrainte de Freud-Misas, je rappelle sa définition, eh bien, doit être inférieure à un sigma limite. Si vous traduisez ça en epsilon avec la loi de Hooke, mais vous savez ce qu'il faut en penser maintenant, eh bien, ça veut dire que j'ai donné une limite à la norme du déviateur de epsilon. Et vraiment, je ne sais pas ce que ça veut dire, la norme du déviateur de epsilon, du point de vue cinématique. Vous voyez? Alors que là, on sait ce que ça veut dire, la limite en distorsion stérique. D'accord? Voilà. Deuxièmement, sur les histoires de variation de température. J'ai dit que la distorsion, la delta limite, était indépendante de la température. C'est assez raisonnable, en fait, parce que le delta lim, il dépend de la structure, la microstructure des liaisons interatomiques. Et ça ne change pas avec la température, sauf s'ils avaient des changements de phase. Mais à ce moment-là, on n'a plus un milieu constituant, monoconstituant. D'accord? Donc, en fait, c'est assez raisonnable de donner une limite indépendante de la température, et alors que si vous donnez une limite en contrainte, eh bien, c'est forcément dépendant de la température, parce que la contrainte, elle est calculée à partir de l'énergie libre, et que cette énergie libre dépend de la température, parce que c'est une fonction d'état avec la température, qui est une variable d'état comme les autres. Vous voyez? Donc, en fait, voilà pourquoi je préfère donner une limite élastique en termes de déformation plutôt qu'en termes de contrainte. Voilà. Alors bon, cette discussion, je pourrais en parler pendant 1 heure, mais vous pouvez aller voir dans le PDF, j'ai développé un peu plus quelques détails là-dessus. Bon, alors, on va faire une autre, donc l'hypothèse simplificatrice, je suis désolé, je parle un peu trop vite, mais c'est celle-là, c'est-à-dire que je viens de supposer que cette limite est indépendante de la température. Delta lim est indépendant de la température. Alors, c'est une hypothèse simplificatrice, parce que, évidemment, donc, dans mes dérivés, j'aurai moins de choses, mais ce n'est pas insurmontable. Alors, donc, je vous préviens tout de suite, vous pouvez faire ça en exercice, c'est-à-dire faire le développement que je vais te faire en disant, non, allez, les delta lim, c'est fonction de t,
et vous allez modifier la relation de Helmholtz. Voilà, elle va se trouver modifiée, il y aura un terme en T-point en plus, donc elle va être un peu changée. Mais ce n'est pas insurmontable, c'est juste de l'écriture. Comme je tiens à rester pédagogique, donc on va faire cette hypothèse simplificatrice, il y a des choses plus intéressantes à dire. Hein? Donc, c'est la discussion que je voulais dire tout à l'heure. Premièrement, le déclenchement des réarrangements de liaison ne dépend a priori que de la structure et pas tellement de la température. Hein. Donc c'est assez raisonnable de supposer que delta lim est indépendant de T, sauf changement de phase. Hein. Et contrairement aux critères portant sur la déformation, les critères en contrainte dépendent naturellement de la température parce que la température intervient dans l'énergie libre de Helmholtz, donc dans le sigma ref. Hein. Et donc, ça, c'est classique que la limite élastique dépend de la température en contrainte. Hein. Bon, alors, donc il est possible de faire à titre d'exercice, avec un delta lim de T, si vous voulez. Hein, vous construirez un modèle un petit peu plus évolué. Mais vous allez buter sur un truc, c'est qu'il faut vous la donner, la loi delta lim de T. Hein. C'est-à-dire que si vous ne savez pas vous la donner, ça ne va pas servir à grand-chose. Hein. C'est-à-dire comment varie le delta limite en fonction de la température. Il faut faire de la microphysique poussée, sans doute, en tenant compte de l'agitation thermique, etc., pour obtenir une loi delta lim de T qui n'est pas évidente. À moins que vous la trouviez dans la littérature et que vous y fassiez confiance, ce n'est pas évident. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que l'agitation thermique peut favoriser les réarrangements, hein, mais il va falloir connaître cette loi-là. Hein. Ce n'est pas évident non plus, donc ça complique les choses. Même si vous pouvez écrire la théorie complètement avec un delta lim de T, à la fin il faudra le donner. Hein. Voilà. Bon, alors pour donc simplifier les notations, là, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Alors, les distorsions stériques maximales, je l'écris seulement delta parce que c'est un peu lourd. Voilà. Alors, on a choisi le critère de limite élastique. Hein, et maintenant, bon, on a fait une hypothèse simplificatrice, bon, c'est accessoire. Et maintenant, il faut choisir la variable d'état mnésique, c'est-à-dire la variable d'état qui est la mémoire de ce qui s'est passé depuis l'état de référence. Vous voyez ? Alors, comment on enregistre il y a plusieurs manières d'enregistrer l'histoire. Hein. Donc là aussi, le choix qu'on va faire, c'est un choix qui va très fortement conditionner le modèle qu'on va construire. Hein. Donc là encore, c'est marqué choix. Hein. Alors le choix, pardon. Vous regardez le critère de limite élastique, et donc je pose gamma égale racine de 3, racine de delta. Vous pouvez vous demander pourquoi je pose ça. Hein. Mais en fait, c'est simplement que gamma, sous cette forme, a une signification cinématique particulière dans un essai de glissement. Et comme on va faire des essais de glissement pour identifier le matériau, ça va nous simplifier les équations, c'est tout. Hein. Il a une signification finie. Bon. Alors notez quand même que les fonctions gamma, la fonction gamma en fonction de delta que j'ai donnée, c'est une fonction qui est strictement monotone croissante, hein, pour delta supérieur à 1. Alors, delta supérieur ou égal à 1. Or, on sait que la distorsion stérique est un nombre toujours supérieur à 1, voire la définition. Donc, c'est une fonction croissante. Ce que je veux dire par là, c'est que le critère delta inférieur ou égal à delta lim que j'avais donné tout à l'heure, il est équivalent au critère gamma moins gamma inférieur à gamma lim. Tout simplement parce que la relation entre gamma et delta est une relation monotone croissante. Donc, c'est juste... ça va nous arranger. Et puis après, je généraliserai dans les autres modèles ce type de transformation, hein, mais c'est juste pour aboutir plus rapidement avec des formules un peu moins lourdes, hein, parce que le gamma aura une signification physique dans les essais que je vais faire pour identifier l'énergie libre. Bon, en tout cas, c'est équivalent. C'est-à-dire que dire que delta est inférieur à delta lim ou dire que gamma est inférieur à gamma lim avec les définitions qui sont au-dessus, c'est complètement équivalent. Voilà, parce que la fonction qui a tout x, ceci racine de 3x à la puissance 2 tiers moins 1, est monotone croissante, chacun peut le vérifier. Hein, voilà.
L'interprétation cinématique, c'est celle-là, donc, gamma, dans un essai de glissement. Donc ça, c'est un mouvement particulier, mais on va l'utiliser pour identifier le psi tout à l'heure. Dans un mouvement de glissement, c'est le paramètre du déplacement horizontal de la plaque supérieure divisé par l'épaisseur de la plaque. Il faut que je rappelle ça, peut-être. Bon, je vais faire un petit dessin. Un essai de glissement, vous avez une plaque qu'on va dire fixe qui est indéformable, une autre plaque à laquelle on peut imposer un déplacement, que j'appelle U, et l'éprouvette donc va se déformer entre les deux, comme ceci, suivant un mouvement de glissement. C'est un essai de cisaillement, on l'appelle aussi. Et donc le U dont je parle ici, c'est le module du déplacement, donc U, ouais. Et puis H, c'est la distance qu'il y a entre les deux plaques. Voilà. Donc en fait, le gamma, le symbole c'est souvent utilisé dans les essais de cisaillement, c'est en fait la tangente de cet angle. Donc là, vous avez arc tangente gamma, quoi. Arc tangente de gamma. Voilà. Bon. Donc le gamma, c'est le coefficient. Non, oui, oui, gamma, c'est la tangente de l'angle. Bon, ouais, enfin. Ou non, souvent, c'est pas posé comme ça, excusez-moi. On écrit que U sur H, c'est ce que j'ai écrit là-haut, en fait, est égal à gamma. C'est le rapport entre le déplacement et la hauteur. Voilà. Bon, alors donc, c'est l'essai de glissement. Alors, comme dans. Ça va? Si? C'est bon? Bien. Alors, la cinématique du glissement, bon, ben, je vous demande de vous y reporter. J'ai étudié ça en élasticité. On sait calculer le tenseur de déformation, la distorsion stérique, etc. Tout ça, bon, c'est des trucs que je ne rappelle pas. Replongez-vous dans les cours de cinématique et d'élasticité. Et alors, voilà le choix. Alors là, il s'agit de bien lire cette formule. P de t, P, c'est la variable mnésique. Je ne vais plus l'appeler alpha, je vais l'appeler P comme plasticité. P de t, donc c'est le sup de quelque chose sur T0 de t. T0 c'est l'instant initial, T c'est l'instant actuel, donc c'est le sup sur le passé. D'accord? Et de la partie positive, parce que ce qu'il y a avec mes crochets comme ceci, ça désigne la partie positive de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est gamma de t moins gamma lim. Alors, essayons de bien comprendre ce que signifie cette formule. Je suis en train de quoi faire? Je calcule gamma de t. Gamma, c'est le cisaillement actuel. Pardon, gamma de taux moins gamma lim. Donc, vous regardez la position par rapport au gamma limite. Vous voyez? Et si c'est négatif, eh bien, la partie positive va être 0, c'est-à-dire que je l'oublierai. Si, pour des instants taux compris entre 0 et t, eh bien, si cette différence est négative, le sup de cette partie positive, ça sera 0. D'accord? Ça ne commencera à évoluer que lorsque, entre t0 et t, donc pour un instant entre t0 et t, il y aura eu un gamma de taux qui aura dépassé la limite élastique. Vous voyez? À ce moment-là, ça sera enregistré. Vous voyez? Donc, en fait, je peux le dire avec une phrase si vous préférez. La variable actuelle P de t enregistre le plus grand dépassement de la limite élastique depuis l'instant de référence T0. Voilà comment on mémorise. On regarde le plus grand dépassement de la limite élastique qui s'est produit entre T0 et T. D'accord? Alors, ça, c'est un choix pour dire, voilà ce que je mémorise. Voilà, à l'instant T, j'ai enregistré dans ma variable P le plus grand dépassement de la limite élastique actuellement, jusqu'à l'instant actuel. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Parce que c'est essentiel. D'accord? Bien. Alors, pour essayer d'illustrer ça, donc voilà, je rappelle la définition au-dessus. On va regarder un peu ce qui se passe. Voilà. Là, je travaille dans le plan gamma t.
hein. Donc une partie des variables d'état. Je suppose que toutes les autres variables d'état sont constantes pour l'instant. Hein. J'ai tracé la frontière, la limite élastique gamma lim, hein, et donc je regarde l'évolution de gamma, et la courbe rouge, ce sera P en fonction du temps. Hein. Bon, et voici une certaine histoire quelconque de gamma. Alors je commence à 0, bien sûr, parce que c'est pas cisaillé, enfin et puis après, ben, je suis fait des mouvements dont voici l'histoire. Voilà. Alors, de T0 à T1, vous voyez que de T0 à T1, le gamma de taux moins gamma lim, quel que soit taux compris entre T0 et T1, va être négatif, donc sa partie positive va être égale à 0, donc la variable P va rester égale à 0. D'accord? Ensuite, de T1 à T2, là, je dépasse la limite élastique, hein, donc c'est la zone verte que vous voyez dans l'histoire de gamma, hein, et donc j'enregistre à chaque instant le plus grand déplacement, et le plus grand déplacement, c'est le déplacement actuel, hein, dans toute cette zone, puisque ça ne fait que croître. D'accord? Donc en fait, vous voyez la courbe de plasticité rouge, hein, qui se met à augmenter entre les instants T1 et T2. Vous voyez? D'accord? Dans la phase suivante, où le gamma a diminué, on fait revenir le cisaillement, hein, eh bien, le plus grand déplacement passé n'a pas changé. Donc, P reste à sa valeur. C'est toujours le même sup. Il n'a pas changé. D'accord? Bon, après, bon, vous commencez à comprendre. Là, le P va augmenter, hein, puisque cette fois-ci, c'est le sup va dépasser le sup précédent. Hein, et bon, voilà l'histoire. Donc, vous voyez comment ça se passe pour la courbe P. Chaque fois que gamma ne dépasse pas le sup, eh bien, P reste constant. Hein, et chaque fois qu'on obtient un nouveau sup, alors P augmente. Voilà. Bon, donc voilà l'histoire de P pour une histoire quelconque de gamma. Alors, tout ça, c'est écrit dans la formule du dessus. Hein, c'est-à-dire la définition de ma variable plasticité, plastification, hein, c'est écrit dans la formule du dessus. Bien. Donc, quelques propriétés. Là, je vais les énoncer, mais vous avez des démonstrations très rigoureuses à grands coups d'inégalité qui sont écrites dans le PDF. Premièrement, la variable mnésique P est scalaire. Bon, ça, c'est évident, c'est des variations de distorsion stérique. Objective, puisque la distorsion est une grandeur objective. Et non négative, bon, ça demande une véritable démonstration, mais avec le graphique, vous le voyez bien. Hein, je vais le dire, ce n'est pas une démonstration, mais vous le voyez bien, hein, que P ne part de 0 et ne peut pas diminuer. Hein. Bon. Alors, ça, c'est plus intéressant, c'est que pour tout état, vous avez une inégalité. Gamma moins P inférieur ou égal à gamma lim. Alors ça demande une démonstration soutenue, mais là aussi, sur le graphique, en fait, vous pouvez vous en rendre compte. Vous regardez le gamma moins P. Gamma, c'est la courbe du dessus, l'histoire de gamma, moins P. Hein. Ou bien c'est égal à gamma lim, ou bien c'est inférieur à gamma lim. Vous voyez? Rien qu'en regardant la courbe. Hein. Bien sûr, on peut écrire une démonstration beaucoup plus propre que ce que je raconte, mais ça suffira pour cet exposé-là. D'accord? Alors ça, c'est une constatation très importante. C'est que, en fait, dans les variables d'état, vous avez gamma, qui est fonction des variables d'état, I1, IM. Hein. Vous avez P, la variable mnésique, et une inégalité entre les deux. Donc imaginez l'espace des états, qui est un espace de dimension R, M plus 2. Il y a I1, IM, plus la température, plus la variable mnésique. D'accord? M plus 2. Donc dans R, M plus 2, j'ai une inégalité à respecter entre les variables. D'accord? C'est l'équation, donc il y a une hypersurface qui délimite les cas admissibles. D'accord? Alors, je peux essayer de vous faire une figure, mais c'est un peu difficile de dessiner dans Rm plus 2. Bon, mais ce que je vais mettre, en fait, c'est P comme variable d'état, et puis ici, toutes les autres.
hein, toutes les autres dimensions. C'est un peu ridicule comme représentation. Hein. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y en avait une qui s'appelle gamma, hein, et vous avez une hypersurface que j'ai beaucoup de mal à dessiner, hein, qui délimite les états admissibles. C'est-à-dire quand je suis à l'égalité, je suis sur l'hypersurface dans Rm plus 2, hein, et il y a des états qui ne sont pas admissibles. C'est-à-dire que je n'ai pas droit à tout l'espace des états. Hein. Dans un modèle de plasticité, il n'y a qu'une partie de l'espace des états qui est autorisée. C'est cette partie qui respecte l'inégalité que je viens d'écrire. D'accord? Ça va? Voilà. Donc je suis dans Rm plus 2, délimité par une hypersurface limite. Je n'ai pas droit à tous les états. Hein. Il faut que je respecte cette inégalité. D'accord? Bien. Donc il est limité par une frontière dont l'équation est définie par f gamma ou gamma si c'est une fonction d'état, c'est une variable d'état, mais a priori gamma c'est une fonction des variables d'état cinématiques que vous avez choisies, hein, moins p inférieur ou égal à gamma lim. Ça c'est nouveau par rapport à l'élasticité. Dans l'élasticité, vous n'aviez pas de limite. Hein. Vous pouviez dire, bon, ben oui, dans mon espace des états, je peux prendre n'importe quelle valeur. Vous voyez. Là, on ne peut plus prendre n'importe quelle valeur et ça va avoir des conséquences importantes. Donc, il y a un espace des états admissible, hein, donc, pour ce modèle. C'est-à-dire qu'on n'a pas droit à tout l'espace des états. On ne peut pas prendre n'importe quelle valeur des variables d'état et de P. Il faut que ça respecte cette inégalité, gamma moins P inférieur ou égal à gamma lim. D'accord? Bien. Alors, si gamma est une des variables cinématiques que vous avez choisies, ce n'est pas interdit, vous pouvez prendre ça. Hein. Et donc, à ce moment-là, l'équation est plus commode à écrire, puisque c'est déjà une variable d'état, donc c'est une relation entre gamma et P, entre deux variables d'état. Hein. Mais bon, ça dépend des choix que vous avez fait avant. Alors, vous vous rappelez, en thermodynamique, je devais écrire alpha point, donc ici, ce sera P point, hein, et savoir calculer le P point, c'est-à-dire comment varie cette fonction, quelle est sa dérivée particulière. Vous voyez? Bien. Alors, ça s'appelle la loi d'évolution dans la plupart des bouquins. La loi d'évolution de la variable d'état mnésique, c'est sa dérivée particulière, tout simplement. Hein. Et donc, bon, on appelle ça loi d'évolution. Oui, enfin, c'est assez logique, au fond. On regarde l'évolution en fonction du temps. Donc, je rappelle le petit graphique que j'ai dessiné tout à l'heure. Et donc, en fait, on voit que, toujours pareil, là, avec le graphique, ça va plus vite. Hein, il faut écrire les choses un petit peu plus nettement. En fait, P point, il augmente et il est égal à gamma point si gamma moins P est égal à gamma lim. C'est-à-dire lorsque je suis sur la frontière des états admissibles. C'est-à-dire que si j'évolue sur la frontière des états admissibles, alors P est égal à la partie positive de gamma point. D'accord? Vous voyez que, par exemple, dans les zones de l'histoire de gamma, dans les zones vertes, gamma point est positif puisqu'il est en train d'augmenter. Hein, et on ne prend que sa partie positive. Donc, s'il diminuait, par exemple, eh bien, on ne changerait pas P. D'accord? Voilà. Donc, gamma point, c'est partie positive de gamma point. Si on est sur la frontière, c'est-à-dire il faut qu'on soit précisément dans le cas où gamma moins P est égal à gamma lim, il ne peut pas être supérieur, évidemment. Hein. Donc la partie positive sera égale à 1. Et sinon, 0 lorsqu'on est à l'intérieur de l'espace des états admissibles, c'est-à-dire loin de la frontière. Vous voyez? Alors c'est délicat ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut écrire les choses très très rigoureusement. Hein, et on va analyser ces questions et on va voir que ce comportement, cette loi de comportement, enfin cette loi d'évolution, pardon, hein, est tout à fait physique en fait. C'est-à-dire elle a du sens. Hein. Bien. Alors, je vais écrire cette double égalité en une seule. Hein. Je définis une fonction de Heaviside en fait, hein, qui vaut 0 ou 1.
c'est pas tout à fait Heaviside. En fait, c'est une fonction de Heaviside, pas une distribution, hein, pour être clair. Hein, c'est-à-dire qu'elle a une valeur définie en 0. Hein. Voilà, donc je la définis. Ça vaut 1 si x est positif ou nul, hein, et 0 si c'est négatif. Bon, je dis c'est à peu près un Heaviside. Les définitions varient. Il y a même des physiciens qui disent qu'en 0, ça vaut 1,5. Hein, je l'ai vu imprimer. Mais bon, pardon. Donc, voilà, on va l'écrire de manière plus ramassée comme ça, c'est-à-dire que le grand H vaut 0 ou 1. Si je suis sur la frontière, ça vaut 1. Sinon, si je suis à l'intérieur de la frontière des états admissibles, ça vaut 0. Et multiplié par la partie positive de gamma point, c'est-à-dire qu'en aucun cas, P n'évolue si gamma point est négatif. Pardon. Bien. Voilà. Alors, quelques calculs cinématiques bon, que je vous épargne, vous aurez le détail dans les calculs. Le gamma point, là, comme je vous ai dit, toutes les variables d'état cinématique peuvent s'exprimer en S gamma. Alors le S gamma, je vous le donne, voilà. Hein. C'est 1 sur gamma, ceci, mais il a une petite chose qu'il faut noter. Premièrement, que c'est un déviateur. Bon, ça, tout le monde peut le vérifier aisément. Et deuxièmement, quand la transformation devient sphérique, il se pose un petit problème. C'est-à-dire que la transformation devient sphérique, ça veut dire que le tenseur de déformation B va être égal à kV à la puissance 2 tiers multiplié par G, le tenseur métrique, donc ça va être un tenseur sphérique, et gamma tend vers 0, évidemment, puisque dans une transformation sphérique, il n'y a pas de distorsion. Alors, on tombe sur une limite de la forme 0 sur 0. Vous voyez ? Si B vaut kV à la puissance 2 tiers G, vous voyez que là, vous avez la limite lorsque gamma tend vers 0 de 1 sur gamma multiplié par le tenseur nul. Donc là, il y a un petit calcul pour lever cette indétermination qui fait 2 pages de calcul dans le PDF. Hein, enfin, 2 pages, mais non, ce n'est pas 2 pages de calcul, il y a beaucoup d'explications. Pour montrer que, en fait, cette limite, elle est connue. C'est E1V. C'est la première direction propre de déformation. Vous voyez ? Et donc, c'est la limite de cette première direction propre qui va vous donner le résultat. Voilà. Bon, donc ça, c'est technique, un petit peu, je reconnais. Hein. Donc c'est utile surtout pour l'implémentation numérique. Pour la théorie, on peut s'en moquer un peu. Hein. Mais pour l'implémentation numérique, c'est désagréable de tomber sur des choses de la forme 0 sur 0 dans les ordinateurs. Donc il faut, lorsque gamma est petit, le remplacer par cette expression. Voilà. Hein. Donc c'est une utilité pratique plus que théorique, ici. Hein. Mais donc bon à savoir quand même. Bon, pour le comportement mécanique, ouais, on va faire la pause maintenant. Hein.